Eodom, des experts métiers au service de vos clients, est heureux de vous présenter Avis d'expert. Bonjour à tous, l'expérience client face à l'inflation, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Avis d'expert avec Marie Mallet, experte en design de marque et d'expérience, fondatrice de l'agence Move. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Très rock aujourd'hui. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En face à vous, Ralph Ababou, comme d'habitude, auteur, conférencier, DG de PBRH Conseil, que vous retrouvez bien évidemment sur notre chaîne dans l'émission Ababook pour découvrir les livres qui font l'actu de l'expérience client. Bonjour Ralph. Bonjour Alexandre. Tout va bien ? Ravi d'être là. Bon, on va bosser, on a beaucoup de choses à se dire. Comment l'inflation impacte justement l'expérience client, comment les marques réagissent face à la hausse des prix pour conserver leurs clients. Et en chiffres, eh bien, c'est très clair, selon l'INSEE, jusqu'à fin 2023, l'inflation en France devrait osciller entre 5,5% et 6,5%, c'est énorme. Marie, avec vous, on va entrer dans le détail de cette inflation dans le quotidien des consommateurs. Concrètement, l'idée c'était de vous donner quelques chiffres, tout simplement. On a beaucoup entendu parler de la hausse d'énergie, mais dans le panier du consommateur, chaque jour, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le sucre a pris plus de 55% en un an, oui. La farine à peu près 32%, et puis d'autres produits de consommation courante comme le riz, la viande hachée par exemple, la viande hachée surgelée, ou plus simplement le papier toilette. Ces trois produits ont pris plus de 25% en un an. Donc les basiques. C'est assez important. D'ailleurs, France Info et France Bleu ont créé un panier de consommation avec 37 produits. Ils vérifient tous les mois. En un mois, il a pris 2%. Donc sur une année, ça voudrait dire 24%. On est sur des taux d'inflation presque d'Amérique latine. C'est ça. Alors ça impacte bien évidemment sur les clients des marques et sur les consommateurs, les Français, nous. Tout à fait. Alors, comment il y a différents outils de mesure et différents faits qui reviennent. Le premier, pour le consommateur, c'est de faire hyper attention à son budget, évidemment. Alors, comment il fait attention à son budget ? Eh bien, il se rend plus souvent en magasin. Il y a une hausse de fréquentation des supermarchés, notamment. Okay. Il y va peut-être à la semaine pour mieux gérer son budget à la semaine. Et puis, évidemment, dans ce contexte... Il n'y a plus de gros plans quelque part. On va au cas par cas régulièrement. Et toutes les semaines, on ajuste vraiment sa consommation au jour le jour. Et on va plutôt au supermarché, peut-être de façon hebdomadaire ou bimensuelle, plutôt qu'y aller de façon mensuelle. Et évidemment, ce qui est arrivé avec le Covid, c'est-à-dire tout ce qui est livraison à domicile, fonctionne extrêmement bien aussi, puisque quand on fait ses courses à la maison, finalement, on flâne moins, on achète vraiment le strict nécessaire. C'est vrai. C'est vrai que dans les rayons, on est toujours tenté. Ralph, pour compléter. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On baisse en gamme. Donc, en fait, on achète moins de produits frais, moins de poissons, moins de viande. Le bio a pris une sacrée claque parce qu'évidemment, il n'y a pas de valeur ajoutée et ça coûte beaucoup plus cher. On mise sur un plat unique et il paraît que le gratin de pâtes est devenu le troisième plat favori des Français, donc quand même le gratin de pâtes, c'est limite une économie de guerre, et effectivement. Effectivement, on est en 41 là. Alors c'est ce qu'on appelle la cheapflation. Alors on connaissait la shrinkflation, excusez-moi cet anglicisme, mais c'est le fait de dire votre tablette de Toblerone, elle fait non plus 240 grammes, mais elle fait 220 grammes. Mais pour le même prix. Le même prix avec le même packaging, donc évidemment le consommateur ne voit rien, mais on a économisé. Et là on est dans ce qu'on appelle la cheapflation, c'est-à-dire qu'en fait on utilise des produits de moins bonne qualité. C'est-à-dire que votre crème glacée chocolat devient un dessert glacé chocolaté parce qu'il y a beaucoup moins de chocolat. Votre pizza jambon devient une pizza au goût de jambon parce qu'on met moins de jambon. On met des arômes jambon. Voilà, on met des arômes, dingue. Tout ça pour diminuer. Donc tout ça n'est pas très 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 agréable et nous présage un avenir assez désastreux en termes de qualité de produit. On va bientôt avoir des pizzas au rutabaga. Rutabaga va faire son retour bientôt. Est-ce que ça veut dire, Marie, finalement, que les Français se font moins plaisir qu'avant ? Alors, sans doute au quotidien, sur les vêtements, les chaussures, les restos, etc. Mais, bizarrement, pas sur les vacances, figurez-vous. Parce que je crois qu'il y a une étude qui a été faite. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été repris par le Figaro, que les Français, finalement, font des arbitrages, mais continuent de privilégier tout ce qui est loisirs, bons moments, donc les vacances, parcs d'attractions qui font le plein, les concerts, les festivals, et puis après tout ce qui est petits plaisirs du quotidien, des bonbons, des chocolats, des gâteaux. La pâtisserie haut de gamme, par exemple, fonctionne très bien, parce que finalement, s'acheter un petit macaron, c'est peut-être 5 €. Donc, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, exactement. Par contre, le loisir, elle va en poupe.
Le loisir a le vent en poupe, pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de bien-être, on est à la recherche de bons moments, de bonnes expériences, justement pour couper de ce quotidien un petit peu stressant finalement et anxiogène. On parle de la planète, nos enfants ont peur de ce qui va se passer. Pour autant, sur les vacances, c'est marrant. D'ailleurs, les professionnels sont assez bluffés par ce qui se passe. Les Français consomment plus en vacances. On est arrivé à un budget annuel de 2450 € à peu près. Oui. Quand il était plutôt à 2050 €. Donc il a augmenté de 400 € depuis le Covid. Donc, ce qui est assez important. On se restreint sur la nourriture et le quotidien, mais on va se faire plaisir en vacances. On consomme en vacances, exactement. Ok. Alors, justement, quels enseignements tirer pour les marques qui nous regardent pour répondre aux consommateurs? Eh bien, les marques jouent autant que possible sur les prix, mais sur quel levier s'appuient-elles encore, Ralph? Alors, on entend beaucoup parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la récup, la réparation, ce qu'on appelle la seconde main. D'après vous, le plus gros concurrent d'IKEA, qui est? Est-ce que c'est But, Confo, Habitat? Non, c'est Le Bon Coin, où les gens se revendent eux-mêmes. Du coup, IKEA a installé des stands de revente de produits d'occasion. Decathlon s'y met également. On parle aussi beaucoup de recyclage, de upcycling, donc il y a une créativité énorme pour quand même garder le consommateur et lui permettre de payer moins cher. Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant que vous nous avez trouvé, Ralph, sur la seconde main. Peut-être pas à la portée de toutes les bourses, par contre. Non, alors c'est effectivement la seconde main, et quand vous parlez de main, je vais parler de montre, évidemment, donc on va parler de Rolex. Voilà, une belle transition. Alors d'abord, ne dites plus montre, il faut dire garde-temps. Parce que, pour ces produits de luxe, on parle de garde-temps. Effectivement, depuis fin 2002, la maison Rolex a officialisé ce qu'ils appellent le Certified Pre-Owned, c'est-à-dire que ce sont des montres d'occasion qui ont été minimum 3 ans, et donc qui sont entièrement garanties. Exactement comme les constructeurs automobiles vendent des voitures d'occasion garanties, et bien maintenant Rolex s'est mis à faire de l'occasion, ce qui est une innovation énorme. Alors pour répondre aux besoins énormes, puisque les marchés se développent et ils n'arrivent pas à fournir autant, mais c'est quand même une sacrée innovation d'aller sur ce marché, et ça permet également de vendre sur Internet, ce que ne faisait pas la vente traditionnelle de montres Rolex. Ils garantissent aussi que ce soit effectivement une Rolex? Voilà, la Rolex est garantie, elle a été complètement restaurée, rénovée, elle est comme neuve, avec ce petit label qui a marqué Certified Pre-Owned. Donc vous avez une montre Rolex, mais qui a déjà été portée et qui a été entièrement rénovée. Marie, un autre exemple. Alors, il y a un autre exemple, on n'est pas tout à fait dans la même gamme. On a choisi un exemple autour du jouet. Très bien. Je voulais citer cet exemple qui était intéressant, qui était King Jouet, qui a, pour le coup, créé une enseigne spécifique pour porter son offre d'occasion. Donc, c'est plus King Jouet, c'est King Occasion, qui a décidé d'ouvrir un pilote pour proposer non seulement des produits d'occasion, mais aussi des produits neufs, ce qui est assez étonnant et innovant, parce qu'en général, on trouve les produits d'occasion plutôt dans un corner, comme l'évoquait Ralph. Là, dans ce magasin King Occasion, le même produit, sur le même linéaire, est proposé en neuf et en occasion. Donc ça permet vraiment aux clients de pouvoir se repérer et en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens, tout à fait. Alors l'intérêt, c'est que pour l'enseigne, ça lui donne une image d'expert aussi. Il est expert sur les produits parce qu'il les a repris et vérifiés, donc sur les produits qu'il va vendre en seconde main. Exactement. Ça lui permet de montrer qu'il est qui répond aux attentes de ses clients, évidemment. Et puis pour le client, ça lui permet d'avoir cette garantie et cette réassurance, finalement, quand il achète de la seconde main. La conclusion, c'est que c'est plutôt positif. Ils ont eu un chiffre d'affaires qui a été assez performant, que je ne connais pas, mais ils comptent développer le concept sur d'autres sites. Et malgré que le panier moyen soit un petit peu plus bas, le chiffre d'affaires a été très intéressant et au-delà des performances. Donc c'est intéressant. Bel exemple. Plutôt un bel exemple. Ralph, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'upcycling. Ça veut dire quoi exactement? Alors, pas confondre avec le recyclage. Recyclage, c'est que vous réutilisez des matières premières pour fabriquer des matières premières. Des vieilles bouteilles en verre ou bien du plastique, vous en refaites du verre ou du plastique. Là, l'upcycling, ça veut dire qu'en fait, vous réutilisez des articles en fin de vie. Exemple, dans la décoration, vous avez des palettes, et bien ces palettes, vous les réutilisez pour en faire des meubles ou des étagères. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'upcycling. Et là, on upgrade
la base de cet objet pour en faire quelque chose de mieux encore. C'est un produit fini toujours, en fait. C'est ça la différence par rapport au recyclage où la matière recyclée finale n'est pas toujours un produit fini. Voilà, et alors on a un super exemple, désolé, on est encore dans le monde du luxe, c'est Bottega Veneta, la fameuse marque de maroquinerie italienne, qui en fait réutilise pour faire des produits de petite taille, évidemment, de la matière première qui n'était plus utile pour elle, avec son fameux Intrecciato, vous savez, c'est le tressé de Bottega Veneta, qui est un peu la signature de la marque. Et donc c'est ce qu'ils appellent le projet réserve. Donc en réalité, c'est quand même du marketing, parce que à la base, les produits coûtent le même prix, mais on a économisé la matière, on a réutilisé de la matière qui sinon serait partie à la poubelle. Voilà un exemple de upcycling chez Bottega Veneta. Mais les exemples du luxe sont toujours assez intéressants parce qu'ils sont très novateurs, ils expérimentent et ils tirent l'expérience client en général vers le haut quand même, hein, Marie. Tout à fait, ça reste des très bons exemples et des marques vraiment inspirationnelles pour l'ensemble des marques du marché. Et beaucoup d'entreprises ou de marques vont s'inspirer chez les grands du luxe par rapport ne serait-ce qu'à l'accueil client, à l'expérience client, etc. C'est les grandes marques qui ont mis en place de systématiser le verre d'eau, la coupe de champagne, le café, qui se développent petit à petit dans les autres enseignes pour faire vivre une expérience. Marie, vous parliez de réparation tout à l'heure. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner? Tout à fait, au niveau de la réparation, je voulais parler de la marque Loewe. J'espère que je prononce bien cette marque espagnole. Quel accent espagnol, c'est remarquable. Olé. Alors, qui avait d'ailleurs au départ un projet d'upcycling qui s'appelait le Surplus Project, où ils avaient travaillé une série de sacs à main composés de morceaux de cuir de ces anciennes collections. Donc on est bien dans la réutilisation de matière. Et là, ils ont travaillé sur un projet d'atelier de réparation. Donc il existe, il a été ouvert à Osaka, au Japon, au 8e étage d'un grand magasin qui s'appelle Umeda. Oui. Et ce 8e étage est plutôt dédié aux marques qui ont une conscience environnementale, un respect de l'environnement. Et donc, on trouve dans cet atelier tout ce qu'il faut pour faire réparer son sac. Donc là, les marques vont très loin, en fait, dans ce souci, on va dire, de l'environnement, de la planète, et proposent aujourd'hui de la seconde main, de l'upcycling, de la réparation. Qu'est-ce qu'elles vont nous proposer demain? Ça reste à voir. Alors, on a bien compris que pour les marques et les clients, au-delà du prix, eh bien, les initiatives durables s'inscrivent comme des leviers d'adhésion. Mais Marie, est-ce qu'il y a finalement d'autres leviers? Alors oui, et le consommateur y est très sensible. Les autres leviers, c'est notamment ses engagements et renforcer la valeur perçue de la marque. On sait que le consommateur, il est à la recherche de marques engagées, responsables. Et donc pour ça, les marques, elles doivent augmenter leur désirabilité, les attentions qu'elles ont envers leurs clients, pour montrer qu'elles apportent quelque chose en plus par rapport à leurs concurrents. Alors, elles ont différentes façons d'amener cette valeur perçue. Ça peut être par le message, ça peut être par un combat auquel elles choisissent de participer, ça peut être par le service. Moi, j'ai un bon exemple sur la partie message, c'était l'exemple de Renault Capture. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les constructeurs automobiles ont été obligés d'ajouter des messages pour que les gens limitent l'utilisation de leur voiture, hein, comme on avait le manger moins gras, moins salé, moins sucré. Maintenant, c'est légal. Voilà, ils doivent apporter ça. Et bien, Renault, ils sont allés un petit peu plus loin, parce que quand ils ont fait de la publicité de leur nouvelle capture, ils ont incité les gens à ne même pas utiliser la capture. On voit dans les spots, on a une image là, par exemple, un jeune homme qui sort de chez lui et qui rentre dans son garage comme pour aller au travail le matin, en fait, il ressort avec son vélo. Ou une maman qui sort avec ses enfants, qui s'approche de sa voiture, il semblerait qu'ils partent à l'école, et bien finalement, elle décide d'y aller à pied. Donc en fait, ils vous font la promotion d'une voiture en vous incitant finalement à pas trop l'utiliser. Pas trop l'utiliser. Exactement. En ce moment, ça tombe bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pièces détachées. Justement, augmenter la valeur perçue de la marque, on vient de le voir, c'est un levier. Vous avez un autre exemple, Ralph? Oui, alors complètement différent. Ça s'appelle les compagnons d'emplettes. En fait, c'est une association qui s'appelle Main d'Argent qui a développé ce concept. Ça consiste en quoi? Vous entrez dans un supermarché, notamment c'est Intermarché qui l'a lancé, et vous avez des jeunes étudiants qui accompagnent des personnes pour faire leurs courses. Ce sont plutôt des seniors qui sont accompagnés. Mais tout le monde peut Tout le monde, c'est un service gratuit pour les
les clients, tout le monde peut demander son compagnon d'emplette. Et donc vous avez ce jeune étudiant qui vous accompagne. Ça permet, bien sûr, d'avoir un lien social, de discuter. Deuxièmement, le client passe plus de temps dans le magasin, donc forcément il va acheter plus. Le chiffre quand même, on a vu que le panier augmente de 30%. Ça veut dire qu'en gros, on a 15 € d'augmentation de panier par rapport à un panier où le client fait ses courses tout seul. Ensuite, ça permet d'accéder à certains produits où le client n'arrive pas. On a beaucoup d'échanges, on se donne des recettes, etc. Enfin, c'est un service gagnant-gagnant pour l'étudiant qui gagne un petit peu d'argent et qui arrondit ses fins de mois, pour le client et pour l'enseigne qui se donne une image évidemment humaine. Je crois qu'il y a déjà eu 500 personnes qui ont été accompagnées et c'est en train de se développer dans pas mal de chaînes de magasins. Une sorte de personal shopper en grande surface. Voilà, exactement. C'est un accompagnateur jeune et sympa et qui est là. Je peux choisir mon personal shopper ou il met des emails? Alors voilà, c'est des étudiants et des étudiantes, donc voilà, et on n'a pas le choix, il vous est attribué. Voilà. Très bien. Je vois pas où vous faites allusion, Alexandre, mais ça n'est pas prévu pour le moment. Un dernier exemple, Marie, justement, avec la lutte contre le gaspillage. Ça aussi, c'est intéressant. On a parlé effectivement de cette augmentation de valeur perçue par le message ou alors par le service. C'est vrai qu'Intermarché qui a mis ce service d'emplette en place, ça permet d'avoir un avantage concurrentiel. Et il y a aussi effectivement le combat qui peut être autour, par exemple, de la lutte contre le gaspillage. Alors, il y a un exemple qui est Emma, l'enseigne Emma que vous devez connaître, qui a mis en place un service avec Too Good To Go, qui est cette application qui vous permet, vous en tant que client, d'aller récupérer en fait des produits qui sont périssables à assez court terme à moindre prix. Alors, ça vous permet même de géolocaliser tous les produits que vous pouvez trouver autour de chez vous. Donc Emma l'avait mis en place en test dans quelques magasins. Ça leur a permis d'éviter de jeter à peu près 220 kilos de marchandises sur le mois où ils ont fait ça. Et comme ça a bien fonctionné, ils l'ont évidemment élargi. Globalement, ça représente un panier, alors c'est plutôt de l'épicerie sèche pour le cas d'Emma, qui est vendu à un tiers de son prix. Donc c'est évidemment super intéressant pour le consommateur. Et ça nourrit évidemment l'image engagée de la marque et va donner envie et créer un avantage concurrentiel finalement. Emma, H-E-M-A. Nous aussi, on lutte contre le gaspillage ici avec notre chargée de production, qui n'est pas Emma, mais Eva, et puisque je lui donne toutes mes fiches d'émission pour en faire des brouillons, on recycle, on fait des brouillons, des cocottes et tout ça. Alors, est-ce que, effectivement, on fait le panel de ces leviers que peuvent utiliser les marques pour contrer justement l'inflation, c'est notre thème aujourd'hui. On peut fidéliser aussi. Oui, on peut fidéliser, il faut humaniser l'expérience. Enfin, on est en train de donner des choses quand même qui sont assez négatives, mais il faut quand même que l'expérience d'achat reste une expérience festive, même si ce sont des produits utilitaires alimentaires. Mais dans l'exemple que vous avez donné précédemment avec ces personal shoppers, c'est de l'humanisation aussi. Complètement. Et on est très créatif. Et je dis souvent que le client a besoin d'avoir et d'être. On vient, on fait des économies certes, mais aussi on veut passer un bon moment, il faut humaniser. Et les marques sont en permanence en train de gérer cet équilibre entre je vends moins cher, donc je baisse mes prix et je baisse mes coûts, mais je dois aussi garder ce contact, cette relation, pas simplement par la communication, mais parce que vont vivre véritablement les clients au cours de leur expérience. Donc tout ce qu'on peut mettre pour mettre en scène le produit, enfin on revoit dans les pubs les garçons bouchers, on revoit les poissonniers, etc. Redonner de l'humanité à cette expérience, sinon on risque d'arriver dans une situation assez triste et dramatique. Est-ce que le fait d'avoir aussi ces caissiers ou ces caissières spécialisés dans les grandes surfaces où c'est inscrit qu'on peut prendre du temps pour discuter avec eux. Exactement, ouais, tout à fait. Exactement, ça s'appelle les blabla caisses. Enfin, je crois qu'elles ont un nom comme ça, où on sait que le client peut passer un peu de temps. Au passage, on se rend bien compte qu'une partie de la richesse française, elle est détenue par les seniors, et que ces clients qu'on a eu tendance parfois à négliger, on est bien content de les avoir aujourd'hui, parce que je crois que 60% de la fortune française est détenue par les 65 ans et plus. Donc ça, c'est bien de ne pas l'oublier. Ceux qui viennent comme clients. Pour faire les courses, et même le patrimoine français. Enfin, j'ai écrit un livre sur les seniors et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, elle est détenue par eux, et d'où d'ailleurs ces débats sur les retraites. Il faut s'en occuper, parce que si on leur donne envie d'acheter, ils peuvent dépenser. Si juste ils pouvaient éviter de faire leurs courses le week-end, ça serait pas mal, parce que nous on travaille la semaine. Marie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors pour aller dans le sens de l'humanisation de cette expérience, il y a aussi le fait le consommateur attend des marques qu'elles soient plus proches de lui, en fait, qu'il y a un lien qui soit plus relationnel, peut-être plus intime, et que le consommateur ait le sentiment qu'elle s'adresse qu'à lui et pas à une globalité, qui soit assez personnalisée. Alors, c'est tout l'enjeu pour les marques de bien équilibrer
tout ce que leur apporte le digital et effectivement cette expérience physique. Alors, quand on parle de digital, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle qui est très utilisée. Pourquoi ? Parce qu'elle permet, à partir de data qu'on récupère des clients, de transformer en propositions justement plus personnalisées aux clients. Alors Carrefour vient de faire un essai il y a quelques temps pour montrer que l'IA est justement très concrète chez eux. Ils se sont créés un avatar, ils ont développé des petites vidéos. Alors cet avatar, il a vraiment une tête parfaitement humaine, on pourrait croire que c'est quelqu'un... c'est une véritable personne qui existe et les clients peuvent lui poser des questions. Alors, cette intelligence artificielle s'appuie sur ChatGPT pour pouvoir répondre aux questions du consommateur. Du type comment manger mieux et dépenser moins, ou alors comment fonctionne le Nutri-Score. D'ailleurs, la petite vidéo qu'on voit derrière nous, c'est cet avatar qui raconte qui décrypte un petit peu le Nutri-Score. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne à Carrefour une image tech, mais vraiment incarnée et super importante en ce moment dans cette expérience pour qu'elle crée de l'émotion, qu'elle fidélise finalement. Et puis ça montre aux consommateurs qu'on répond bien à ses attentes parce qu'on répond à ses questions particulières. On l'a bien compris, 2023, c'est donc l'année de tous les dangers, l'année de l'audace pour les marques où il faut rééquilibrer la balance et associer le meilleur du numérique, bien sûr, mais avec un effort renouvelé pour établir une connexion encore plus humaine avec ses clients, l'humain, toujours l'humain. Pour conclure, d'abord, Ralph. Alors, en un mot, au-delà des prix les plus bas, ce que recherche le consommateur, bien entendu, c'est ce que recherche la marque, c'est de fidéliser ses clients par de l'attention et une expérience singulière et mémorable. Mieux connaître ses clients pour lui apporter les produits et les services qu'il attendent. C'est comme ça qu'on pourra traverser cette vague inflationniste et retrouver une relation plus traditionnelle et plus favorable avec les clients. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une nouvelle valeur qui a été développée, c'est la VVC. Est-ce que vous connaissez tous les deux ? La VVC ? Oui, la valeur vie client. Okay. Alors, on ne parle plus de coûts d'acquisition, etc. Enfin, on en parle encore, évidemment. Mais... On n'a pas le temps de savoir comment ça se calcule, mais on regardera sur Internet. On verra la prochaine fois. Mais en fait, l'idée est de s'appuyer sur de la qualité plutôt que de la quantité et de raisonner pas forcément sur le coût minimum d'acquisition, mais plutôt sur la valeur maximale qu'il va apporter à la marque. Donc on est bien dans cette idée de créer de la valeur autour de l'expérience de manière à engager le consommateur et raisonner qualité plutôt que quantité finalement. Les marques qui feront la différence seront donc finalement celles qui sauront s'appuyer sur le lien de proximité tissé avec leurs clients. C'est tout simplement ça. Essayer de simplifier le parcours d'achat, bien collecter, traiter les données, faire preuve de réactivité, bref, être malin. On voit que l'expérience client demeure le nerf de la guerre et un actif de plus en plus stratégique pour la valeur des entreprises. C'est ce qui se ressort donc de ce débat, de cet avis d'expert. Merci mille fois, Marie. Merci Alexandre. Merci Alexandre, merci Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre avis d'expert. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Eodom, des experts métiers au service de vos clients, était heureux de vous présenter Avis d'expert.